2005, j'étudie des entreprises libérées. Des entreprises dans lesquelles la majorité des salariés ont la liberté et la responsabilité totale d'entreprendre toute décision qu'eux-mêmes, pas leur chef, ni les procédures, décident comme les meilleurs pour réaliser la vision des entreprises. Malgré cette définition un peu utopique, ces entreprises existent. J'ai rencontré pour ma recherche une cinquantaine en France et dans d'autres pays du monde. Avec mon co-auteur Brian Carney, on était frappés par ces gens, épanouis et souriants, que chaque jour contribuaient pour les résultats de leur entreprise. Et en même temps, on s'est posé une question, pourquoi il n'y en a pas plus? Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des centaines d'entreprises comme ça. Seulement en France, comme vous pouvez voir sur cet échantillon, cette carte, maintenue par une communauté des entreprises libérées, un peu comme Wiki, il y a des entreprises partout, y compris dans cette région. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2005 et aujourd'hui? Au début, nous nous sommes posé une question, comment fonctionnent ces entreprises? Et est-ce que toute entreprise peut être une entreprise libérée? Question tout à fait justifiée, souvent posée, parce qu'on peut voir beaucoup d'exemples, mais se demander, est-ce que dans mon propre entreprise, c'est possible? On est tous donc à la recherche des modèles. Et assez rapidement, on a compris qu'il n'y a pas de modèle d'entreprise libérée. Que c'est une philosophie, juste quelques principes et quelques convictions. Que rechercher un modèle est une erreur, une distraction. Que la question « est-ce que toute entreprise peut être libérée ?» n'est pas bonne. Que la vraie question est « est-ce que tout patron d'entreprise peut devenir un leader libérateur ?» Alors, quand on pose cette question, on entend souvent de la part des patrons « ah non, moi je ne pourrais pas, je ne suis pas charismatique ». C'est vrai que quand on entend des leaders libérateurs de cette première génération des pionniers comme Jean-François Zobrist, qui a libéré Favy, une fonderie en Picardie depuis 1983, ou Jean-Michel Keguini, qui l'a fait un Bretagne atelier pendant cette même époque, un équipementier. On est frappé par leur charisme. Mais il y a un troisième homme dans cette cohorte. Il s'appelle Michel Meusenother, qui a libéré la filiale d'un groupe allemand, SW en Alsace, à partir de 1989. Et Michel est d'accord avec moi. Il n'est pas charismatique. Il parle doucement. Il parle peu. Il m'est arrivé d'assister à un déjeuner qu'il a organisé lors de ma visite avec 8 managers de ces mini-usines. Et pendant 2 heures, Michel n'a pas prononcé un mot. Mais il y a quelque chose de charismatique chez ces gens, chez ces leaders. Quand ils parlent, on les écoute et on les écoute attentivement. Quand ils parlent. Parce qu'ils ne parlent pas pour discipliner les gens. Ils ne parlent pas pour demander des comptes. Ils ne parlent pas pour dire ce qu'il faut faire ou donner des solutions, les leurs. Ils ne parlent que pour rappeler 2 choses.
D'abord, la vision à rêve. Pourquoi chaque jour nous venons au travail? Quel est le sens? Quel destin allons-nous accomplir ensemble? Et il rappelle la deuxième chose, leur conviction. Que l'homme est digne de confiance, que chacun possède un don et que les êtres humains aspirent à la liberté. Cette vision rêve, c'est ce qui a permis à ces leaders libérateurs de révéler le potentiel de leur entreprise. Je vais parler donc pourquoi il leur rappelle. Parce que les êtres adultes oublient rapidement les rêves, à la différence des enfants. Et qu'il faut rappeler ces rêves pour qu'ils puissent remettre de nouveau ce rêve dans leur cœur. Et comment on peut toucher les cœurs des gens? Pas avec les concepts, pas avec les chiffres. Personne ne se lève et ne saute du lit le matin pour faire EBITDA 12%. Si vous voulez toucher les cœurs des gens, il faut raconter des histoires qui enchantent. Je vais raconter quelques-unes que j'ai entendues de la part d'un leader libérateur d'exception, lui aussi, Bob Davids. Il est bon ce vin. Bob Davids, à un moment donné de sa vie professionnelle, a commencé à déguster beaucoup. Attention, pas boire, juste déguster. Il a créé une entreprise, sa sixième, une entreprise libérée, en Chine, pour fabriquer des jouets électroniques, qui a grandi à 10 ans d'une personne à 8000, est devenu le troisième fabricant le plus profitable de jouets au monde après Hasbro et Mattel. Et pendant ce temps, il a développé quelques passions, dont une passion pour le vin. Facile d'ailleurs d'assouvir, car la ville voisine, c'était Hong Kong, une plaque tournante pour le commerce des vins. Il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux de Pinot Noir de Bourgogne. Il a commencé à en déguster de plus en plus, en montant en gamme jusqu'à des vins du domaine Romanée-Conti. Et à ce moment-là, il a fait 2 découvertes. La première, c'est la découverte de la grandeur. Il y a parmi des bons vins une minorité qui ne sont pas simplement bons, mais qui sont grands. Oui, ils coûtent souvent plus cher, mais ce n'est pas le prix qui fait du vin un grand vin. C'est son unicité. C'est cette qualité que quand vous le dégustez, vous ne dites pas simplement que c'est un bon pinot ou que c'est un bon côte-rôtie, mais que vous reconnaissez ce terroir et ce vigneron qui l'ont fait naître. Parce qu'il y a des recettes pour faire des bons vins. Mais pour faire un grand vin, il faut de l'amour. Il faut du vigneron qui est amoureux de son terroir pour révéler la grandeur de ce vin.
Bob Davids, et qu'il n'y a pas de recette pour l'amour. Bob Davids fait aussi la deuxième découverte. Il découvre sa vision rêve. Comme toute vision rêve, elles sont simples. Pour lui, c'est faire produire un des meilleurs pinots noirs au monde, humainement possible. Quand il fait part de sa volonté de quitter l'entreprise au président du conseil de surveillance, à l'époque son entreprise était déjà cotée à la bourse, celui-ci lui a demandé, est-ce que, Bob, tu sais comment on fait une petite fortune? Savez-vous ou non? Vous commencez par une grosse et vous achetez un vignoble. Mais Bob n'a pas écouté. Il était rempli de l'amour, mais il avait un gros problème. Il n'avait pas de dulciné à qui l'offrir. Mais la différence de Don Quichotte, il ne s'est pas entouré de Sancho Pancho. Il s'est entouré des plus grands experts, avec la mission de trouver ce terroir d'exception. Ils ont sillonné le monde entier et un jour lui ont présenté sa dulcinée. Et son cœur a frisé. Si le cœur peut friser devant un désert. En effet, c'était des collines désertiques de Californie centrale, où il fait plus 35 dans la journée. En plus, un ranch sur ces collines-là, dont le propriétaire a refusé de vendre. Voici donc une paysanne laide de Don Quichotte, et en plus asservie. Mais Bob tombe amoureux de ce terroir. Il passe 2 ans pour l'acheter, l'acquiert, en donnant le droit au propriétaire de promener ses chevaux dans les vignes. Il plante les vignes et 3 ans après, il fait sa première récolte. Et qu'est-ce qu'elle est belle, cette dulcinée! Son vin, dès la première année, se trouve dans les 100 meilleurs vins du monde de Wine Spectator et il reste 4 années de suite dans cette liste, la première fois que ça arrive à un nouveau vignoble. La vision rêve a permis aussi à Bob, d'ailleurs, de réaliser la grandeur de son entreprise. Permet aussi à d'autres leaders libérateurs de réaliser la grandeur ou révéler la grandeur de leur propre entreprise. Mais il ne suffit pas. Vous avez votre dulciné. Vous l'avez conquis. Mais comment prouvez-vous votre amour? Allez-vous imprimer des cartes directeur général de la dulcinée? Allez-vous décider du rendement de la dulcinée et implanter des process pour l'obtenir? Allez-vous enfin calculer des ressources dont elle a besoin, y compris à la fin des ressources humaines, une servante? Non. Parce que l'amour, c'est pas ça. Pour prouver l'amour, il faut se mettre au service de l'autre. Et Bob, avec son équipe, se met au service de ce terroir. Il plante peu de vignes par hectare. Il cultive un bio et puis après un biodynamie. Ils font tout pour satisfaire les besoins de ces vignes en eau, en minéraux et en lumière. D'ailleurs, c'est exactement la même approche que Bob utilise pour son équipe. Parce que les êtres humains, ils ont aussi des besoins. Et si vous arrivez à les satisfaire, vous allez révéler la grandeur qui est en eux. Les besoins en confiance, en réalisation de soi et en autodirection. Et Bob fait tout pour les satisfaire complètement. Complètement, parce que la confiance exclut le contrôle.
Bob passe pas beaucoup de temps dans son vignoble. Il fait confiance. 1 mois par an. Il a une autre passion qui est la pêche. Il a un bateau, il passe beaucoup de temps à pêcher. Mais il s'intéresse. C'est aussi du respect pour les gens. Il les appelle régulièrement. Un jour, il appelle, il a un Victor au bout du fil, qui est un viticulteur en chef de son vignoble. Et Victor, il est inquiet. Il dit, Bob, on a un gros problème. Je viens de prendre des mesures de sucre dans les raisins. On est au mois de juillet, le printemps était difficile. Si on ne fait rien, on court à la catastrophe. On va perdre tout le récolte. Dit Bob. Donc, d'après ce que je comprends, c'est un problème sérieux. C'est pas seulement un problème sérieux, Bob, il va falloir faire quelque chose. Donc tu dis c'est tellement sérieux qu'une action dramatique est nécessaire. Et Bob me commente, il dit je sens qu'il a un gros singe sur son épaule et que la conversation va continuer pour que moi je décide. Mais dans toute ma carrière de 40 ans, personne encore a réussi à me passer un singe. J'ai suivi des formations, l'écoute active. Je juste reformule tout ce qu'il dit et j'attends. Et Victor dit, mais Bob, va falloir faire le vendange vert. Ça veut dire faire tomber, par exemple, la moitié des raisins pour que le reste des raisins ont une chance d'arriver à la maturité. Dit Bob, mais alors, cette action dramatique dont tu me parles, c'est faire tomber des raisins, c'est bien ça. Mais Bob, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup ne me dit pas grand-chose. C'est 1,8 million qu'on va faire tomber par terre, qu'autrement on aurait mis dans les bouteilles et vendues. Bob me commente que cette fois-ci, je vois que ce n'est pas simplement un gros singe, c'est une gorille King Kong qui est là. Et à ce moment-là, il lui dit, Victor, je ne pourrais pas t'aider avec ce problème. Je suis un ingénieur. Je ne connais rien en viticulture. Tu es un des meilleurs viticulteurs en Californie centrale. Je ne pourrais pas te dire ce qu'il faut faire. La seule chose que je peux te dire, pourquoi on est là pour produire un des meilleurs pinots noirs au monde humainement possible. Victor, cette conversation est terminée. I'm going fishing. Il a raccroché. Victor m'a raconté plus tard qu'il s'est allongé par terre. Il suivait yoga à l'époque. Il respirait très profondément plusieurs fois. Il s'est levé et il a pris cette décision de couper des raisins. Et cette année-là, ils étaient classés le plus haut de leur histoire en 50e place. Voilà ce qui prend pour donner la confiance. Mais est-ce que c'est simple pour la recevoir? Est-ce que c'est facile? Parfois, en tout cas au départ, les gens étaient très surpris quand ils annonçaient qu'il va partir en Asie pour 2 mois et qu'il sera injoignable. Ils voyaient l'inquiétude dans les visages des gens et les gens disaient « Mais si on a besoin vraiment, vous contacter, est-ce qu'on pourra ?» Pourquoi faire? Quelque chose d'urgent. Vraiment pour quelque chose d'urgent? Oui, uniquement pour quelque chose d'urgent, bien sûr. Disait Bob, si vous avez ce sentiment d'urgence extrêmement fort, allongez-vous par terre. Restez couché tant que ce sentiment ne vous passe pas. Levez-vous, prenez la décision et m'envoyez-moi un mail. Parce que c'est important pour les leaders libérateurs de voir si les gens agissent dans le sens de la vision. Pour terminer, oui, les grands leaders ont du charisme pour rappeler la vision rêve, pour rappeler leurs convictions. Mais ils ont aussi quelque chose du Don Quichotte. J'emprunte cette idée de James March, un des grands chercheurs de leadership. Il a remarqué que la plupart des patrons agissent à des fins utiles, pas Don Quichotte.
tout ce qu'il fait n'apporte aucun résultat. Alors pourquoi il le fait? Par l'amour, par sa vision rêve et par ses convictions. Ce n'est pas pour dire que les actions utiles ne sont pas nécessaires. Oui, ils le sont, mais ce n'est pas ces actions-là qui font des grands leaders. Oui, les grands leaders savent corriger leurs actions en fonction de la réalité. Ils utilisent du bon sens. Mais ce n'est pas ça qui le fait avancer. Ce qui le fait avancer, c'est leur rêve et leur conviction que les êtres humains sont dignes de confiance, que chacun possède un don et qu'ils aspirent à la liberté. En somme, ils sont habités par l'amour des étoiles et des hommes. Merci.